Jusqu'à présent, on parlait un petit peu par téléphone et tout ça, ou on échangeait par mail, mais là aujourd'hui, ça y est, il est arrivé sur Tahiti et c'est la première fois que je le rencontre. Voilà. Sauver Willy, le message a parcouru tout l'archipel. Arrivé ce matin à Tahiti, le principal du collège de Tubuai, suspendu de ses fonctions, s'est rendu directement chez son avocat. Un déplacement suivi de près par les parents d'élèves qui réaffirment leur soutien. Une maladie silencieuse en progression constante et qui touche désormais toutes les générations. L'Association des diabétiques de Polynésie française a mené plusieurs actions à l'occasion de la Semaine mondiale du diabète. Nous ferons le point avec le médecin endocrinologue Jean-Louis Boissin qui est notre invité de ce soir. Direction Taravao où l'association Tutelge vient d'ouvrir une nouvelle antenne. Créée en 2002, elle accompagne aujourd'hui près de 1400 adultes placés sous protection juridique en Polynésie. Un soutien devenu indispensable. Et l'émotion était au rendez-vous ce matin. La grande famille du Va'a a rendu hommage à Ben Poreuil, figure respectée de la discipline. Un dernier salut à un homme passionné. 4 jours de mer sans escale. Ce matin, Willy Veiho est arrivé à Tahiti. Suspendu de ses fonctions de principal au collège de Mataura, il s'est rendu aussitôt au cabinet de son avocat, maître Stanley Cross. Une affaire qui secoue les Australes et qui dépasse désormais les frontières de l'archipel. Nos journalistes Jantino Rua et Matai Horei ont assisté à cette première rencontre. C'est leur tout premier contact physique depuis la suspension de Willy Veiho de son poste de principal au collège de Mataura. Une rencontre très attendue et essentielle pour préparer la réhabilitation de Willy Veiho, toujours sous le choc de sa mise à l'écart. Ne serait-ce que me dire, principal, je vais demander la suspension de tes fonctions. Et voici pourquoi. De nombreuses zones d'ombre subsistent sur les faits reprochés à l'intéressé. Son avocat s'appuie d'ailleurs sur le contenu même de l'arrêté pour contester la décision. Je suis en train de finaliser le recours gracieux auprès du ministre de l'Éducation nationale en France. Je relève dans l'arrêté, il n'y a aucun grief, aucun fait qui est reproché à M. Willy Veiho. Parce qu'il faut s'arrêter sur ça. La jurisprudence est claire, donc cette mesure de sanction, elle est illégale. Une mesure disciplinaire qui, on le sait, a provoqué un véritable séisme aux Australes. Pétition, rassemblement, message de soutien de la part des parents d'élèves à Tupuai. L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle s'est invitée hier dans l'hémicycle à Taravao. Témoignent de leur satisfaction à l'égard du principal. Le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, a de nouveau appelé au calme, tout en renvoyant la balle dans le camp de l'État. Il s'agit d'une procédure disciplinaire nationale conduite par les services compétents à Paris, à laquelle la Polynésie française est associée dans le strict respect de ses compétences. Il ne saurait donc y avoir d'interférence locale dans le déroulement de cette procédure, ni de contestation publique de sa légitimité. Monsieur le ministre de l'Éducation de la Polynésie française, Monsieur Roni Teripaya, peut très bien envoyer une lettre à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de dire « Je vous demande de bien vouloir rapporter la décision que vous avez prise ». Si j'ai une réponse négative de la part du ministre de l'Éducation nationale, j'ai un délai de 2 mois pour faire un recours devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Voilà. En attendant la suite de la procédure, Willy Veiho repart s'installer à Moorea. Il doit rencontrer dans les prochains jours ses représentants syndicaux. Côté santé, la CPS tenait aujourd'hui son conseil d'administration pour examiner son projet de budget 2026. De 162 milliards en 2025, il pourrait atteindre un peu plus de 170 milliards l'an prochain. Une hausse liée à la progression des dépenses de santé, mais aussi à plusieurs aides sociales revalorisées. Les retraités devraient voir leur pension augmenter d'1,4% et le dispositif aidant FETI pourrait bénéficier d'une revalorisation de 60%. On écoute le président du conseil d'administration, Patrick Galenon, au micro de Nicolas Pérez. Je pense qu'on va être aux alentours de ce qui avait été prévu, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour l'année 2026, effectivement, on a une augmentation assez sensible, 4% peut-être. Voilà, le budget de la santé au niveau de la CPS,
on va dépasser les 80 milliards. Sur la solidarité, je pense qu'il va y avoir des efforts assez importants, une augmentation pour les aidants fétis, ce qui aide les vieilles personnes. Nous avons augmenté d'une somme assez importante. Avant, c'était à 50 000 francs. On propose de l'augmenter à 80 000 francs. À l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, le centre hospitalier de Taoné a ouvert ses portes aux familles pour réunir les parents et les informer sur les dispositifs d'accompagnement. L'an dernier, 3300 bébés sont nés au Fénois et 1 sur 10 avant le terme de la grossesse. Reportage de Laure Philibert. Elles ont accouché 2 mois avant la date prévue. Ces femmes font partie des 10% de mamans d'enfants prématurés. Des bébés qui le plus souvent pèsent moins de 2 kilos à la naissance. Au début, j'avais peur de tenir, mais après, ça allait. Ce qui m'est arrivé, c'est le fait d'avoir accouché des jumeaux à 31 semaines. Le plus difficile, c'était quand on a commencé à faire ma césarienne. Je n'ai pas pu rester éveillée, du coup on m'a endormie. Je ne les ai pas vus sortir. J'étais dans une couveuse, mais il était en réanimation. On va dire en gros 2 jours, il était en salle de réanimation. Ça a été dur pour accepter. Il était tout petit? Oui, très même. La plupart du temps, c'est une question de semaines avant le terme de la grossesse. Mais chaque année, le service de néonatologie accueille quelques grands prématurés. On en compte environ 10 à 20 par an. Les grands prématurés, c'est en dessus de 28 semaines. C'est des tout petits. Ça reste un combat quand les enfants sont très petits, qui est long, qui est difficile. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les techniques se sont améliorées. Les prises en charge se sont améliorées et on a beaucoup plus de chances de réussir que d'échouer. Pour accompagner les familles, le centre hospitalier organise chaque année un rendez-vous pour rassembler familles, professionnels et associations. Quand on arrive dans le cheminement de la prématurité, en général, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et notre rôle, étant donné qu'on a de l'expérience dedans, on l'a vécu. Donc on essaie avec notre expérience d'apporter des réponses aux parents, des soulagements peut-être. Si leurs bébés ont à présent pris des forces, les familles ont gardé un lien avec les équipes qui les ont accompagnés. On va peut-être venir revoir les copines s'ils sont là, les tatis, les tantés qu'on remercie tous vraiment, mais vraiment du fond du cœur. Je leur souhaite un bon courage à eux et voilà. Et tiens le coup, même les papas, il faut qu'ils soient là pour soutenir les femmes. L'association Temaofe et Iti Fénois réalise également tout au long de l'année des supports offerts aux jeunes prématurés pour les aider à se développer. Santé, toujours, la semaine mondiale du diabète touche à sa fin. Une maladie silencieuse qui progresse d'année en Polynésie et qui touche aujourd'hui toutes les générations. À cette occasion, l'association des diabétiques de Polynésie française a multiplié les actions de terrain, dépistage gratuit, stands d'information et sensibilisation du public. L'objectif, rappeler l'importance d'un diagnostic précoce et d'une prise en charge régulière. Et pour en parler en plateau avec nous ce soir, le médecin endocrinologue Jean-Louis Boissin. Yorana. Yorana, et merci de votre invitation. Alors tout d'abord, la semaine mondiale du diabète touche à sa fin. Combien de personnes avez-vous rencontrées lors de vos actions? D'abord, le 14 novembre, c'est la découverte de l'insuline qui a sauvé bien sûr de nombreuses personnes. Et maintenant, un diabétique sous insuline, il vit normalement comme tout un chacun. Donc on a commencé nos actions là, depuis 3 semaines environ. On était à Taravao, on était à Punaoya, on était même à la CPS qu'ils ont accueilli. Et donc depuis 2 jours, on était entre la cathédrale et le marché Papété. Et on est environ à 3000 personnes qui ont été contactées pendant ces 3 semaines. Est-ce que vous sentez que la population se sent de plus en plus concernée et vient plus facilement à votre rencontre? Absolument. Souvent, on est accueilli aussi par les grandes surfaces. Donc, il y a une grande coopération entre les grandes surfaces et nous. Et au début, quand on faisait des actions, les personnes, les clients, prenaient avec leur panier et changeaient de sortie. Alors maintenant, au contraire, quand ils vont dans les grandes surfaces, ils viennent nous montrer leur panier et on discute avec eux de ce qu'ils ont choisi. Donc maintenant, la population est très sensibilisée et elle sait très bien que c'est la prévention qui prédomine avant le curatif. On parle aujourd'hui de près de 50 000 Polynésiens diabétiques, soit environ 22% de la population. Est-ce que c'est un chiffre encore sous-estimé? C'est un petit peu sous-estimé, mais quand on parle que quand je suis arrivé ici, dans les années 80, j'avais que 1% et c'était beaucoup, et qu'on passe à 22%, c'est vrai qu'il y a eu des grands dégâts.
une des causes principales, c'est la transition alimentaire qui s'est mal faite, une économie de subsistance. On allait pêcher, on allait chasser. Il y avait surtout les échanges avec la population. Hein. On échangeait du poisson contre des légumes, des fruits. Et donc, il y avait une alimentation qui était beaucoup plus organisée. Mais avec l'arrivée des supermarchés, des grandes surfaces et surtout la manne financière du CEP, l'économie et la société polynésienne a été transformée. Justement, en parlant de grandes surfaces, depuis le 1er janvier, la TVA sur les produits sucrés est passée de 5% à 16%. Quel est votre regard sur cette mesure? Est-ce qu'elle peut réellement inverser la tendance? À mon avis, non. Parce que le problème taxé, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une réglementation qui existe. En particulier, avant d'arriver à l'obésité et ensuite au diabète, il y a certes le sucre, mais surtout le gras. Hein. Quand on voit qu'on vend encore des pots de mayonnaise, un gallon, c'est-à-dire 3 kilos, des litres d'huile, plutôt en conditionnement de 5 litres, c'est là la catastrophe. D'abord, il faudrait cibler donc la réglementation, donc on ne peut pas vendre certains produits qui sont réservés donc à la restauration. Donc le sucre c'est bien, mais il y avait déjà une taxe, mais je crois qu'il faudrait aussi voir sur le sel et sur le gras. Et quels sont les aliments les plus diabétogènes aujourd'hui dans l'alimentation de notre quotidien? Le Polynésien, de toute façon, normalement, il est sensible aussi. Quand je suis arrivé dans les années 80, pareil, j'avais une étude sur les céréales, c'est-à-dire le blé et le riz. Avec le blé, on fait du pain et des pâtes. Le riz, c'est devenu l'alimentation principale du Polynésien, alors qu'avant, il mangeait justement des féculents qui sont d'abord un effet rassasiant et qui amènent non seulement de l'amidon, mais aussi des vitamines et des protéines. Et donc, le fait d'être passé de cette alimentation donc, riche en céréales et surtout industrialisée, donc, ça a entraîné une prise de poids. Et là, tellement j'ai des étudiantes en doctorat justement d'anthropologie qui font donc une étude, et en effet, la prise de poids des 20 dernières années, elle est parallèle à la consommation de sucre, de riz sur le territoire. Et alors que celle du sucre est légèrement en hausse, mais très peu. La consommation du riz est importante. Donc en parlant nourriture, certains demandent la fermeture des roulottes autour des écoles ou s'opposent même à l'arrivée de fast-food dans leur commune. Est-ce que ce genre de mesures peut vraiment aider? Un petit peu, mais pas trop. On a fait déjà l'expérience à Maïna, on a fait l'expérience aussi sur la place Vaïté. En effet, toujours pareil, les commerçants, les grandes surfaces, ils sont d'accord pour coopérer. Mais le problème, après, c'est le consommateur qu'il faut éduquer. Et l'éducation se passe dans la famille. Et aussi, il y a un rôle qu'on oublie souvent, c'est celle des églises. Les églises aussi devraient relayer le message de manger mieux. Et de toute façon, il y avait déjà ce problème d'obésité et de diabète existait déjà avant l'arrivée des Européens. Le grand chef Tsurai, il savait ce que c'était que le diabète. Le diabète en tahitien, c'est Oma Chiota, c'est-à-dire celui qui urine du sucre. Et il faisait le diagnostic avec les fourmis. Il avait déjà le traitement de Tefana. Il les envoyait jusqu'à dans la fin de Papineau. Donc, son patient allait donc, pendant au moins un mois chercher à manger, à boire et surtout à marcher. Et quand il revenait au bout d'un mois, il a perdu quelques kilos et il n'avait plus de diabète. Donc, ça veut dire le slogan de la santé publique « Manger moins et bouger plus » sont toujours d'actualité. Et dans ce cas-là, au-delà de la prévention et des stands de dépistage gratuits, quelles mesures pourraient mettre un coup de frein dans la progression du diabète? Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? Comme je veux dire, la politique donc, peut faire quelque chose, déjà la réglementation, la société donc, familiale peut faire, et les églises. Et par contre, il faudrait favoriser justement l'accès facile aux légumes et donc aux poissons. Quand on pense que, il y a une émission de votre chaîne il n'y a pas très longtemps, et un des témoins qui avait perdu une trentaine de kilos, il avait comparé justement le pounou poitreau au steak haché, et le steak haché coûtait moins cher que le pounou poitreau. Donc déjà, il faut une information auprès justement des Polynésiens, qui reviennent manger comme leurs ancêtres. Et bouger, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, les principales causes du diabète aujourd'hui? La principale cause du diabète, il y a un petit facteur génétique dû à l'obésité, hein, mais ça touche toutes les îles, que ce soit du Pacifique ou de l'océan Indien, ou même des Antilles. Donc il y a une prédisposition au sujet donc, insulaire, parce qu'ils vivaient en autarcie, et puis le fait, la modernité leur a tombé dessus sur quelques décennies, alors qu'en Europe ou aux États-Unis, ça a pris des centaines d'années pour avoir la transition alimentaire, donc c'est phénomène-là. Après, il y a l'urbanisation qui fait ça, donc dire de faire des jardins, ben, c'est pas possible. Et troisièmement, la sédentarité. Quand j'étais ici dans les années 60, le marché de Papeete était entouré de bicyclettes, et maintenant il n'y a plus de bicyclettes. Hein. Donc c'est dangereux. Et donc même pour aller à un magasin qui n'aurait pas de parking ne pourrait pas survivre. Donc il faut encourager les personnes à marcher un peu plus. Et si vous deviez donner 3 gestes du quotidien améliorés dans les familles polynésiennes pour éviter donc, le diabète, qu'est-ce que ça serait? Il y a le grand chef cuisinier Roger qui est venu il n'y a pas longtemps. Il dit, vous les Polynésiens, vous mangez n'importe quoi. Commencez à manger ce que vous voyez. Donc allez chercher, la semaine dernière, j'étais chercher des concombres au marché, donc c'était abordable. Et avec des concombres, c'était pas très cher, on peut manger toute la semaine un genre de salade. Le poisson, c'est pareil, on peut avoir accès au poisson. Donc les gestes, c'est surtout, il y a une seule indication, mangez ce que vous avez cuisiné.
Et il y a beaucoup de personnes avec qui on parle. Donc les petites filles, elles n'ont jamais vu cuisiner leur maman. Éventuellement, quand elles vont en vacances, c'est chez la grand-mère qu'elles cuisinent. Donc aussi, les petites filles devraient apprendre aussi à refaire la cuisine. Et dans la population chinoise, c'est plutôt les garçons qui cuisinent. Donc que les garçons chinois apprennent à faire la cuisine et que toute la famille mange des choses qu'ils ont achetées, qu'ils ont donc cuisinées et qu'ils mangeront en famille de façon sans regarder la télévision ni les tablettes. Merci beaucoup, Dr Boisson, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Plus de 20 ans d'existence et une mission qui ne cesse de s'élargir. Créée en 2002, l'association Tutelger accompagne chaque jour les adultes placés sous une protection juridique. Une dizaine de salariés et depuis peu, une nouvelle antenne ouverte à Taravao. En Polynésie, près de 1400 personnes bénéficient aujourd'hui d'une mesure de protection confiée à leur famille ou à l'une des deux associations agréées du territoire. Reportage de Davidson Bennett. Sa mission, assurer la protection juridique des personnes fragilisées par une altération de leur faculté mentale ou physique. Le siège de l'association Tutelger est basé à Faripiti, Papeete, mais depuis 2 mois, une antenne a ouvert à Taravao. Une présence renforcée sur la presqu'île avec également une équipe mobile qui se déplace dans les îles et une permanence installée à Oria. Les mandats sont délivrés par les magistrats du tribunal qui confient à l'association la gestion et le suivi des dossiers. En fonction du jugement, nous avons une partie sur la protection des biens et une partie sur la protection de la personne. L'argent, le foncier, le patrimoine. Pour revenir récupérer notre argent de poche, pour subvenir aux besoins de la famille à la maison. Parce qu'on avait eu des difficultés auparavant. Parce que si on a des programmes à faire à la maison, on va être dans ce bureau-là qu'on se voit. L'antenne de Taravao prend en charge la circonscription de Tereheamanu de Papara à Hitia, en passant par Teyarapu Est et Teyarapu Ouest. Cela représente près de 120 majeurs sous protection. C'est un vrai soulagement pour eux. On a beaucoup d'avantages sur le trajet. Et c'est mieux aussi pour nous. Avant, vous allez carrément jusqu'à Papeete? Oui, à Papeete. Et juste pour le trajet de bus, aller-retour, 3 heures de trajet. Que ici, aller-retour, 1 heure de trajet. La mise en place de l'antenne, justement, doit favoriser la proximité, les interventions, le relationnel. Ça favorise l'échange. Les personnes qui sont sous mesure, du coup, viennent plus récurremment, en tout cas, nous rencontrer, sachant qu'on a 2 permanences par semaine, le lundi et le jeudi. Une présence de proximité essentielle pour garantir à chaque majeur protégé un accompagnement humain et adapté à sa situation, au plus près de son lieu de vie. Hommage émouvant ce matin pour la grande famille du Va'a. Sur la zone aéroportuaire, les rameurs ont salué la mémoire de Ben Poreuil, président de Te Angi Va'a et figure incontournable de la discipline décédé le 3 novembre dernier. Un homme passionné, respecté de tous, qui laisse derrière lui une communauté soudée. Retour sur ce moment de recueillement avec Hoanui Atuahiva et Veitiare Nauta. Dernier hommage aujourd'hui à Ben Poreuil. Figure emblématique du Va'a et président depuis 12 ans de Te Angi Va'a, l'association qui rassemble les clubs de la zone aéroportuaire, soit plus de 200 rameurs. Pour saluer sa mémoire, chacun est venu déposer des fleurs avant de prendre part à une course en son honneur. Il poussait tous les vétérans pour aller à Hilo, en Nouvelle-Zélande, et donc il était vraiment extraordinaire. C'était un bon monsieur. Voilà, c'est un manque aussi pour nous maintenant qu'il est parti. Mais bon, on va continuer à œuvrer dans le Va'a pour lui également. Un vrai passionné du Va'a qui, du haut de ses 64 ans, venait à nouveau de boucler la mythique course de la Hawaii Va'a. Un dernier exploit qui laisse à ses coéquipiers des souvenirs forts. Les souvenirs, on a bien ramé, on a su rattraper d'autres pirogues. Après, comme il était en 5e, je ne vois pas les 5e, je ne vois pas derrière, 6 devant. C'est qui rame, il crie pas derrière, allez, go, go, go. Exigeant avec son équipe d'ADTVA, ils ont enchaîné les podiums cette année avec notamment une belle 3e place à la Polynésie première. Son ami Teva retient de lui sa détermination et sa volonté de toujours mener son équipe vers la victoire. En fait, Ben, c'est
plus qu'un ami, hein, c'est un frère. Hein. Il était toujours là, lui c'est pour la gagne, hein, c'est pas pour aller faire du loisir. Quoi. Lui c'est la gagne, c'est d'arriver dans les premiers. Quoi. Et c'est ça qui a fait sa force. Hein. Il n'était donc pas 6 mais bien 7 sur le VA d'ADT aujourd'hui. Poussé par son souvenir, ses coéquipiers décrochent la 2e place de ce mémorial, offrant à Ben un dernier podium. Direction Rayatea où la résidence d'État accueillait la semaine dernière une exposition pas comme les autres, une vitrine dédiée aux peintres des îles sous le vent pour faire connaître les talents émergents. 6 artistes originaires ou installés dans l'archipel ont présenté leur œuvre le temps d'un après-midi. Immersion avec Jessica Doucet. Suite à un appel à candidature lancé il y a quelques semaines, 20 artistes ont présenté leur dossier. 6 d'entre eux ont finalement été sélectionnés par un jury composé entre autres d'un peintre de renom. Ces artistes, encore peu connus du grand public, ont eu la chance d'exposer jusqu'à 3 œuvres chacun hier après-midi. Alors, le concept de cette exposition, qui est une première aux îles sous le vent, était de mettre en lumière tous les artistes émergents d'Araumataï. Tout d'abord à travers un appel à projet que nous avons lancé fin août et qui s'est concrétisé avec cette exposition aujourd'hui avec 5 artistes venus de toutes les îles sous le vent. Parmi eux, Heilani Taputu de Maupiti, qui présentait pour la première fois ses créations. Formée à la sculpture, elle s'est récemment tournée vers la peinture. À travers ses toiles, elle souhaite mettre en avant son île natale, Maupiti. Je voulais rassembler mon savoir-faire sur un tableau avec les sculptes que je fais, la peinture, travailler sur différentes matières. Et voilà les résultats. Tu es contente d'être là? Ah oui, carrément. C'est un honneur de venir non seulement représenter mes œuvres, mais représenter aussi Maupiti. Autre participante, Ina, qui s'est elle aussi prêtée au jeu pour la première fois, son souhait pouvoir un jour vivre pleinement de sa passion artistique. Moi je travaille avec des photos que je prends moi-même, c'est un peu le style carnet de voyage, même si je ne dessine pas en direct parce qu'un portrait en direct j'arrive pas encore. Mon rêve ce serait d'en vivre, mais bon c'est toujours un peu compliqué quoi. Aucune vente n'a été réalisée sur place, mais les transactions pourront se poursuivre après l'exposition. Une belle initiative qui offre une véritable vitrine aux jeunes artistes des îles sous le vent et qui pourrait bien révéler les talents de demain. Et puis, avant de refermer ce journal, un point sur le temps de ce week-end. Météo France place les Tuamotu Sud et les Gambiers en vigilance orange pour vague submersion. Une houle de plus de 4 mètres est attendue demain. Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez votre émission Ta'a Tatoumou, suivie d'un nouvel épisode de Fenwa Urbex et plus tard la Star Academy. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain dès 18h30. Belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.